Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 25 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les protestations des agriculteurs se poursuivent. La colère contre les normes imposées par l'UE est en train de devenir un sujet d'actualité majeur. Des bâtiments ont été recouverts de fumier et de lisier cette nuit. Des incendies ont été déclarés. D'autres actions et blocages sont prévus dans les jours à venir. Et suite à ces protestations, une réunion entre Gabriel Attal et plusieurs ministres était prévue ce matin à Matignon. La FNSEA, le syndicat, demande des aides immédiates de plusieurs centaines de millions d'euros. Des mesures devraient être annoncées très prochainement. Et à propos du drame de la famille d'agriculteurs percutés par un chauffard en Ariège, le procureur de Foix a indiqué que le pronostic vital du mari n'est plus engagé. Il reste cependant grièvement blessé. La mère, quant à elle, est morte sur le coup et la fille est décédée après avoir été héliportée quelque temps après l'accident. Et dans la Somme, 5 habitants d'une même rue ont été touchés par la maladie de Charcot en l'espace d'une quinzaine d'années. Les autorités sanitaires ont été mobilisées pour déterminer s'il existe des causes spécifiques à cette concentration de cas. À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie, mais il est possible de ralentir la progression des symptômes. Et une importante opération antidrogue a échoué à Rennes. Les policiers ont été repérés avant de passer à l'action. Le procureur de Rennes a déclaré que les personnes mises en cause ont probablement été informés de l'opération de police. La police des polices va enquêter sur cette affaire. Et c'est au tour d'Anthony de nous parler de ce qui se passe dans le monde agricole. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Face à une crise agricole sans précédent, les critiques se multiplient. Mais alors, qu'est-ce qui a pu bien conduire à cette situation critique ? Eh bien, de nombreux regards se tournent vers la Commission européenne, accusée d'asphyxier le secteur par ses normes et sa politique de décroissance. Le programme Farm to Fork, en particulier lancé en 2020, visait une transition verte de l'agriculture européenne, mais au prix d'une décroissance imposée. Des études, tant européennes qu'américaines, avaient prédit une baisse dramatique de 13% de la production agricole d'ici 2030. Des experts de la Commission elle-même ont confirmé ces prédictions. Mais malgré les alertes des agriculteurs et la confirmation de la chute drastique de la production, la Commission a persisté. Les conséquences ? L'augmentation des prix des denrées et la réduction des revenus déjà faibles des agriculteurs. Face à ce constat, des agriculteurs français sont allés jusqu'à Bruxelles, où siège justement la Commission européenne, pour faire entendre leur colère. Écoutons-les. Alors que ces derniers jours, les agriculteurs bloquent des routes dans toute la France afin d'inciter le gouvernement à assouplir les réglementations environnementales, mercredi 24 janvier, un groupe d'agriculteurs français a mené le mouvement de protestation jusqu'à Bruxelles. Leurs moyens de subsistance étant réduits jusqu'à un point insoutenable, c'était pour eux le meilleur moyen de se faire entendre et d'exposer le point d'origine de la surréglementation dont ils sont victimes. J'ai fait le choix de venir jusqu'à Bruxelles parce que je suis à bout en fait. Par rapport à notre métier, un métier que j'admire et que j'adore en plus, et que je changerais pour rien au monde, mais c'est vrai qu'on a un peu marre de la réglementation européenne qui est différente d'un pays à un autre. Le groupe de manifestants du syndicat Coordination Rurale a garé un tracteur devant le Parlement européen. Ils ont déclaré que l'accent mis sur les réformes visant à réduire les émissions de carbone dans le secteur entraînait une augmentation de leurs coûts. Alors le message en fait c'est pour arrêter ce que j'appelle moi l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, nous on nous demande de plus en plus de normes draconiennes, mais en face on n'est pas protégé de nos produits. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire toujours de plus en plus propre et nous ça nous coûte de plus en plus, mais à la fin, on est dans le marché mondial et donc c'est le moins-disant qui l'emporte. Les agriculteurs ont entendu dire l'année dernière qu'ils étaient responsables de tout, qu'ils détruisent la nature, empoisonnent les gens avec leur nourriture et d'autres choses. Je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter et d'admettre que la Commission européenne a échoué dans ses objectifs et d'entamer un dialogue direct avec les agriculteurs et de trouver, dans ce dialogue, un moyen de revenir à une situation normale. Alors,
Quel avenir pour l'agriculture? En Europe, les agriculteurs, bien qu'ayant déjà réalisé d'énormes efforts, sont accablés par les nouvelles normes. Les standards auxquels ils doivent répondre sont parmi les plus exigeants au monde. Aussi, leur imposer une décroissance menace non seulement leur survie, mais aussi la souveraineté alimentaire des pays européens. Face à cette réalité, des voix s'élèvent pour un moratoire législatif, permettant aux agriculteurs de respirer et enfin de travailler sereinement. La nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques agricoles s'avère donc plus urgente que jamais. En tout cas, en France, le vœu démocratique y est clairement favorable. D'après une enquête Taluna Harris Interactive publiée lundi, le mouvement de manifestation et blocage des agriculteurs bénéficie du soutien, écoutez bien, de 82% des Français. Et 9 Français sur 10 déclarent comprendre les revendications des agriculteurs. Alors, espérons que nos dirigeants n'attendent pas les prochaines élections européennes en juin pour réagir, car d'ici là, il sera sans doute déjà trop tard. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. La Corée du Nord a testé un nouveau missile de croisière dans le cadre du développement de ses capacités militaires en réponse aux tensions croissantes avec les États-Unis et ses voisins. L'agence de presse officielle nord-coréenne a déclaré que le missile est encore en phase de développement et ne représente pas une menace pour les pays voisins. Et en Israël, à l'occasion du 75e anniversaire de la Knesset, le Parlement israélien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël allait, je cite, anéantir le Hamas, ramener tous les otages chez eux et s'assurer que Gaza ne représente plus une menace. Il a continué en disant qu'Israël ne se soumettra pas au terrorisme meurtrier de l'Iran. Et la Chine a récemment envoyé une importante délégation au Forum économique mondial de Davos, dirigé par le Premier ministre Li Qiang. Le point clé de leur communication était d'attirer les investisseurs étrangers. Cependant, des experts soulignent que la confiance n'était pas au rendez-vous et que l'historique des relations est trop lourd pour permettre un rétablissement de liens économiques fiables. À suivre. Et on reste sur le thème de la Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler d'un sujet choquant. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur l'un des pires crimes contre l'humanité de notre époque, les prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine. Lundi 22 janvier, à Genève, les Nations Unies ont procédé à un examen périodique universel et cette fois, c'est la Chine communiste qui était concernée. Cet examen, obligatoire pour tous les pays membres de l'ONU, tous les 4 à 5 ans, évalue leur respect des droits humains. La séance a mis en lumière les agissements du gouvernement communiste chinois qui prélève de force les organes de prisonniers de conscience, commercialisant ensuite ces organes à des fins lucratives. Parmi les experts présents pour témoigner durant cette audience se trouvaient des avocats spécialisés dans la défense des droits de l'homme, des universitaires ainsi que des professionnels du secteur médical. Ils ont mis l'accent sur le fait que les prélèvements forcés d'organes ciblent en priorité les citoyens chinois pratiquant le Falun Gong. Parallèlement aux discussions au sein des Nations Unies, une centaine de pratiquants de Falun Gong venus de différents pays se sont rassemblés sur la place des Nations à Genève ce lundi. Leur objectif était de sensibiliser le public à la persécution du Falun Gong en Chine. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une discipline spirituelle de méditation qui repose sur les valeurs de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique a connu un succès remarquable en Chine durant les années 90. Cependant, en 1999, le gouvernement chinois a lancé une répression sévère visant à éradiquer cette pratique, entraînant le harcèlement et l'emprisonnement de millions de pratiquants. Des milliers d'entre eux ont été soumis à la torture et tués. Ces faits sont appuyés par des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme. Monsieur Eloge Anisenkunku, un professeur de droit, expert et conférencier dans des forums organisés par des entités affiliées aux Nations Unies, a exprimé son désarroi lorsqu'il a appris que la pratique du Falun Gong était persécutée depuis un quart de siècle en Chine. 25 ans, c'est trop. 25 ans, déjà une année, un mois. C'est beaucoup. Mais en 25 ans, c'est un champ de cadavres. C'est un champ de cadavres et on ne peut pas passer ça sous silence. La Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'au niveau interne,
vous pouvez ne pas respecter votre loi, mais lorsqu'on est membre, vous sortez de la Chine pour venir à l'échelle internationale. La Chine est membre du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Chine doit garantir la sécurité et la paix dans le monde. Mais comment vous pouvez garantir être membre du Conseil de sécurité si vous tuez vos propres citoyens? Lorsqu'il a appris que les pratiquants de Falun Gong chinois sont ciblés par le régime en raison de leur croyance dans les valeurs fondamentales d'authenticité, de bienveillance et de tolérance, M. Nkunku a été ébranlé. Lorsqu'on m'a présenté ces 3 valeurs, j'ai failli tomber parce que c'est exactement des valeurs que j'ai apprises au séminaire. Merci de propager, de partager ces valeurs. Ce sont des valeurs universelles. Les victimes des persécutions du régime continuent inlassablement à faire valoir leurs droits partout où elles le peuvent. Au moins 209 pratiquants de Falun Gong ont été persécutés à mort par le régime communiste chinois en 2023. C'est ce que révèle un nouveau rapport de Minghui.org. Plus de la moitié des victimes étaient des personnes âgées. La plus jeune avait 23 ans. Les rapports indiquent qu'elles ont été soumises à diverses formes de torture avant de mourir. Elles ont subi des abus sexuels, des chocs électriques et se sont vues refuser l'accès aux toilettes. Certains ont eu les pieds brûlés et d'autres ont été enfermés dans une cage. Mais il y a un espoir. La vérité à ce sujet se répand partout dans le monde et une fois exposée à la lumière, la persécution pourrait s'arrêter un jour. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une invitation à nous intéresser à l'art classique. La peinture réaliste a une histoire qui remonte aux anciens Grecs. Les peintres classiques se sont efforcés de représenter la beauté de manière réaliste tout en incarnant le calme, la retenue et l'élégance. C'est-à-dire un art qui représente un esprit éternel et des valeurs nobles. La valeur esthétique des œuvres occidentales rayonne dans le monde entier comme un témoignage de la grandeur de l'Occident. Au début du XIXe siècle, Napoléon adopte le style connu sous le nom de néoclassicisme. Ce dernier admirait le style majestueux et les idéaux spirituels représentés dans l'art antique. Le style néoclassique fait revivre l'esthétique classique, ses valeurs morales et ses poursuites spirituelles. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi. À demain.